partager. Donc voilà, c'est vraiment des sujets qui me passionnent. Je me présente, Babacar Mangara. Comme elle a dit, je suis entrepreneur et investisseur. Mes activités sont plus basées à Monaco et éventuellement dans le sud de la France. J'ai aussi des projets en Afrique. Comme souvent les gens me cantonnent à Blackcar. Blackcar, c'est l'une de mes sociétés. C'est vrai que je suis passionné de véhicules, donc c'est la société sur laquelle je pense beaucoup plus de temps. Mais sinon, j'ai d'autres activités dans les services, dans la tech, voilà. Mais juste pour une petite présentation, voilà. Je suis entrepreneur et investisseur en même temps. Je laisse les autres se présenter. Très bien, merci. Cher? Alors, je vais prendre le relais. Donc, merci Konya hein, pour cette initiative et cette invitation. Donc, moi, je m'appelle Cherbouk. Je suis pareil entrepreneur, plus entrepreneur qu'investisseur. Hein. Comme le disait Konya en introduction, j'ai 3 entreprises à mon actif et je suis en activité principalement en France. Donc, je suis dans le milieu de la tech, du conseil, un peu de la formation et également, ça déborde un peu sur l'agro. Et donc, l'agro-business, l'agroalimentaire. Donc, au Sénégal, j'ai 3 entités qui sont chapeautées par une holding, en fait, qui donc, œuvre dans la tech, dans la formation continue, l'accompagnement, le conseil aux entreprises et tout ce qui est également agroalimentaire. Donc, j'accompagne les entreprises, notamment ici en France, depuis un peu plus de 15 ans. En tant que consultant, j'interviens sur des projets de transformation digitale, sur des projets d'intégration et un peu de management de transition également au sein de groupes, donc pour établir justement leur stratégie, réviser leur copie et vouloir déporter toutes ces compétences-là qui, pour la plupart, existent effectivement au Sénégal. Hein. On appuie grâce à Elage, ce qui fait une bonne transition pour lui donner la parole, se présenter également. Super, merci beaucoup, cher, pour la transition en toute donnée. Bonjour à tous. Konya, bravo, hein, c'est un très, très, très beau thème. Et voilà, les participants présents montrent un peu l'ampleur de ce sujet-là. Donc, moi, je suis Elage Diop. Alors, je suis rentré à Dakar depuis 2015. J'ai 3 boîtes à mon actif également, dont une première qui était vraiment orientée dans mon cœur de métier, hein, étant ingénieur informatique de formation, voilà, qui était vraiment orientée côté service numérique. Avec le temps, j'ai monté une seconde boîte sur la partie Green Tech, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et plus récemment, depuis 2020, on a monté une start-up du nom de Akasa, voilà, qui intervient principalement sur le triptyque hein, ESN, entreprise de services numériques, SAS, structure d'accompagnement d'entreprise, et puis un dernier volet, tout ce qui est communicationnel et événementiel. Donc voilà très rapidement pour ma petite présentation d'introduction. Donc Konya, à toi la main. Très bien, merci à vous tous. Donc, alors, ce qui est intéressant à voir de nos 3 invités, c'est que vous êtes voilà, à cheval entre la France et l'Afrique, et notamment le Sénégal. Et aujourd'hui, je pense que la majorité de nos auditeurs voilà, ont cette double casquette, sont autant basés en Europe et aussi veulent s'installer en Afrique, d'où la pertinence de vos interventions. Moi, j'ai une première question, et bon, pour tous. Quelle est la première réalité à laquelle il faut faire face quand on arrive? Donc, vous avez votre projet, vous dites, OK, on y va. Quelle est la première réalité à laquelle on s'affronte? Alors, j'y vais pour le coup en D'accord. Konya. Donc, voilà. Lance-toi, lance-toi. Je me lance dans le bain. Alors, effectivement, hein, je pense déjà, c'est déconstruire un peu tout ce qu'on s'est fait comme idée initialement. Pour la petite anecdote, moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de faire plusieurs allers-retours entre la France et le Sénégal avant de poser mes valises. Hein. Donc, j'ai commencé un peu par démarcher, faire l'étude de marché local, etc. Mais vraiment rencontrer mon premier réseau de proximité, hein, comme j'aime bien l'appeler, en parler à la famille de mon projet d'entrepreneuriat, en tout cas de revenir à Dakar. Voilà. Et puis,
il y a beaucoup de choses qui ont été, comment dire, promises. Il y a eu également beaucoup d'engouement, hein. Et une fois que les valises sont posées, on voit que la machine, elle va moins, moins vite en réalité. Voilà, c'est vraiment cette déconstruction-là des idées. Il est important d'être sur place parce que quand on vient en vacances ou autre, hein, même en étude de marché, on se rend compte qu'il y a un léger biais entre finalement ce que l'on vit tous les jours, en termes même de célérité ou autre, hein, sur différents pans du projet entrepreneurial que l'on porte. Et donc finalement, c'est vraiment y aller avec, voilà, cette idée-là que tout peut changer et avoir cette adaptabilité-là, cette capacité en tout cas à rebondir, quel que soit le contexte dans lequel finalement on se retrouve une fois les valises posées sur place. Et ça, je parle d'expérience personnelle, voilà, que certainement Cher et Adara pourront compléter. Ouais, effectivement, bon, ça va dans ce sens-là, hein. Enfin, typiquement, entreprendre en Afrique, il faut avoir les reins solides. Faut pas se cacher derrière la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en Afrique ou ailleurs, hein, enfin, déjà, l'aventure entrepreneuriale demande énormément d'investissement de soi-même. Donc, ça commence par là. Concrètement, moi, quand je suis arrivé, hein, enfin, sur le terrain aussi, j'ai démarré les premières entreprises, c'était en 2020, où bon, tout était beau sur le papier. J'avais commencé à démarcher enfin, par LinkedIn, donc entre promesses et comment dire, rouages. Arrivé sur place, on se rend compte qu'effectivement, bah, les portes auxquelles on avait éventuellement frappé n'étaient pas forcément celles qui allaient s'ouvrir, ni les bonnes. Donc, le temps de se construire, ce qui est long, je pense, contrairement à notre environnement ici en France, hein, et donc, ce qui peut être long, c'est de pouvoir détecter quelles sont les bonnes portes, quel est le réseau vers lequel il faut aller, justement, pour pouvoir avoir un certain accompagnement ou en tout cas décortiquer le marché local. Il y a énormément d'initiatives, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a énormément d'initiatives en Afrique et plus particulièrement au Sénégal qui accompagnent et donc encouragent la démarche entrepreneuriale. Sauf que bon, je pense qu'il y a un gap entre la communication et l'existence de ces dispositifs. Ce qui est d'ailleurs dommage. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros travail de recherche. Les informations sont disponibles. Le réseau est très important. J'insiste sur cette partie-là, le réseau, parce que je pense que tout a décollé, moi, quand j'ai connu notamment Elage, hein, qui m'a mis dans le bain. Et il faut vraiment privilégier cette partie-là pour pouvoir détenir les bonnes informations. Et donc, quand on parle de réseau, on parle de s'entourer. Donc, il faut avoir, si je résume bien, les reins solides en investissement sur soi, donc une grosse force de recherche et donc un bon entourage qui va permettre de booster son projet. On a toutes les opportunités et tous les potentiels, en tout cas, pour réussir en Afrique, peu importe les projets, parce que, enfin, voilà, la main-d'œuvre est là, les cerveaux sont là, la motivation est là, mais encore une fois, trouver bah, du coup le bon réseau, on va dire. Et Je sais pas si- effectivement, cette partie réseau, on va y revenir plus tard. C'est très important, le réseau local. Là, voilà, juste si Babacar peut nous partager, lui, comme ses premiers pas. Alors, Babacar, je précise, il est pas forcément dans l'IT, mais quand même, ses apports sont très, très, très intéressants. Non, mais ouais, voilà, moi, comme je le dis, souvent le problème au Sénégal, mais en Afrique en particulier, le principal problème, c'est la confiance. Parce que l'environnement des affaires, ce qui les régit, c'est la confiance. Au fait, même quand on regarde la télé, on te dit, quand on te parle de la bourse, on te dit, le marché a retrouvé la confiance, les voyants sont ouverts. Et l'Afrique, notre plus gros problème, c'est la confiance. La confiance dans beaucoup de choses, hein, de l'accès à l'information, la confiance par rapport aux partenaires, par rapport aux interlocuteurs, et également les difficultés. Dans le milieu des affaires, c'est difficile partout, que ce soit en France, à Monaco, aux États-Unis, en Afrique, c'est difficile partout. Mais chaque zone a des difficultés spécifiques. Le problème de l'Afrique, non seulement on manque de confiance, ce qui est très, très négatif dans le milieu des affaires,
c'est une terre d'opportunité. Hein. Ça, on n'en parle pas. Moi, comme je dis, hein, moi, je pense que le monde entier est une terre d'opportunité. Maintenant, quand on parle à un homme d'affaires, on doit lui parler avec des taux de retour sur investissement qui sont très, très élevés en Afrique. Mais ça aussi, on pourra expliquer pourquoi les taux sont si élevés. Mais en tout cas, le premier problème, moi, que je trouve quand on arrive en Afrique, c'est ce problème de confiance. On a du mal à faire confiance aux gens. Les institutions même ne font pas confiance aux entrepreneurs, notamment quand vous voulez avoir du financement. Pourquoi vous avez du mal? Parce qu'il y a ce problème de confiance. La banque, la première chose quand vous arrivez, c'est qu'ils vous demandent est-ce que vous avez une garantie? Quand vous comparez et que vous êtes en Europe et que vous avez une entreprise, quand vous allez à la banque, on vous parle de vos taux d'endettement. Donc ici, ils ne sont pas dans l'analyse d'avoir des garanties parce qu'ils ont peur. Et vous parlent de est-ce que vous respectez le taux d'endettement. Donc ces deux économies ne peuvent pas fonctionner de la même manière. Donc voilà, en tout cas, pour ma part, je trouve que les deux plus grandes choses à régler, c'est la confiance et le fait aussi de se mettre à niveau par rapport à une arsenal juridique qui aujourd'hui est obsolète parce que c'est des lois qui ont été votées depuis 1960 et qui continuent de régir le business encore. D'accord. Et donc ça a été, c'est quelque chose de, c'est un sujet assez intéressant que tu relèves là. J'avais pas cette vision personnellement. Après, c'est vrai que la notion de confiance n'est pas la même au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique, en Europe. Mais cette partie juridique, est-ce que tu peux plus un peu développer? En fait, pour ce Voilà. que je veux dire dans la partie juridique, Mhm. quand vous allez en Afrique ou au Sénégal en particulier, moi je vais parler du Sénégal parce que c'est le pays que je maîtrise mieux en Afrique, même si D'accord, j'en ai visité d'autres et que j'ai fait des affaires dans d'autres pays. d'accord. Vous allez au Sénégal, vous êtes en affaire avec quelqu'un, la personne, il y a une somme d'argent entre vous, il y a une somme d'argent entre vous et que la personne vous bouffe votre argent. Quand vous allez devant le tribunal, déjà, la police a du mal à trouver la personne. C'est pas comme ici où quand vous portez plainte, vous pouvez prendre un huissier, Mhm. l'huissier fait des démarches et peuvent saisir le compte de la personne. Quoi. Il y a des difficultés en France, mais au Sénégal, le problème, c'est qu'une personne va vous bouffer 20 millions, par exemple. Et vous savez, D'accord. l'amende, c'est combien? C'est L'amende, c'est combien? 150 000 francs. 150 000 francs. 150 000 francs. Et il s'en sort. Et c'est tout. 150 000 francs, s'il a un bon avocat, il ne fait pas de prison ou c'est 3 mois ou il est condamné en sursis. Donc, sachant que, je donne un exemple, 20 millions représente beaucoup d'argent sur place, certaines personnes vont prendre le risque de prendre 20 millions, de bouffer l'argent et de s'exposer à la justice. À l'amende. Ça, Donc voilà, c'est pour ça que je d'accord. dis, souvent on parle de certains problèmes, mais il faut d'abord assainir l'environnement Mhm. pour attirer des investisseurs. Ça, c'est la première des choses. Parce que quand quelqu'un doit mettre de l'argent, la première chose qui va se poser la question, c'est quoi l'opportunité qu'on me présente? De deux, c'est aussi de demander quel est mon retour sur investissement, mais quelles sont mes garanties? Et ça, c'est déjà, si on arrive à répondre à ces trois bonnes questions, on a déjà un bon environnement d'affaires. D'accord. Voilà. D'accord. Assez, Pour assez. moi, c'est le plus gros problème hein, Et, aujourd'hui. Cher et Elage, est-ce que vous avez eu à vous confronter à des problèmes de confiance? Est-ce que c'est une problématique qui a été présente pour vous? Alors, enfin, je rebondis ce d'expérience. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est très pertinent ce que Babacar dit là sur l'aspect juridique. Alors, l'aspect juridique, je vais commencer par lorsque vous avez un projet d'entreprendre, en tout cas en Afrique, et donc je vais parler aussi du marché sénégalais que je connais très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie sénégalaise jusqu'alors est régie par une forme, enfin, par une forme très informelle. C'est le cas de le dire. Donc, il y a une prédominance informelle, en tout cas, sur la Et grande là, partie je ne te de coupe pas, l'écosystème. mais en tout cas, en Afrique francophone, c'est plus le modèle. On est plus dans l'informel. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, tu prends différentes sous-régions hein, pour avoir fait l'Afrique Oui, voilà, centrale aussi. exactement. C'est un peu le cas. Donc, D'accord. peut-être l'Afrique australe et du Sud qui se démarquent un peu de ces modèles-là, mais c'est énormément ce qui se pratique. Par contre, en tant qu'entrepreneur et pour justement atteindre ce niveau de confiance dont Babacar parle, il ne faut absolument pas hésiter déjà de travailler son projet, donc de le mûrir et surtout de se formaliser. Se formaliser, c'est-à-dire constituer en fait une forme juridique qui va donner un cadre
et qui va permettre justement de mettre en place soit des clauses qui te protègent. Concrètement, je rebondis sur ça. Moi, j'ai eu un premier projet d'entrepreneuriat entre la France et le Sénégal, c'était en 2014. Et l'objectif, c'était justement de mettre en place une entreprise qui valorise les produits qui sont cultivés au Sénégal, enfin, pour ne pas les citer, qui sont très connus, Bissap, Bouille, ainsi de suite. Et donc, à travers une entreprise qui s'appelait Eti Concept. C'est une entreprise sur laquelle j'avais beaucoup travaillé. Le projet, on va dire, ici en France, j'ai fait des concours, j'ai été lauréat régionaux, nationaux, ainsi de suite. Bref, j'en passe. Et donc, du coup, je suis allé au Sénégal pour convaincre des cultivateurs de se mettre en coopérative afin de se faire certifier, enfin, tout le tralala. Donc, les accompagner et tout par un financement de mes propres moyens. Donc, du coup, j'ai tout sorti de ma poche. Sauf que, donc, on en apprend de nos erreurs et c'est ce qui nous fait grandir. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas forcément juridiquement encadré cette partie-là. Donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'issue de l'audit de certification, donc j'ai été renvoyé plusieurs fois en me disant, ouais, on a un contredit de certification. Et jusqu'à ce que je découvre finalement qu'en fait, une autre entreprise est passée derrière, que je ne vais pas citer, a été signé un contrat avec cette coopérative que j'avais aidé à se monter, certifié. Donc, du coup, j'ai tout perdu. Donc, ça a donné un sacré coup dans mon business. Et moralité, bah, du coup, non seulement il faut encadrer juridiquement les engagements qu'il peut y avoir entre donc, d'éventuels partenaires, mais également présenter une forme juridique auprès des banques qui sont très frileuses de prêter en tout cas des porteurs de projets, ce qui est complètement paradoxal, hein, parce qu'on en parlait, Babacar disait que, enfin, ce que je soutiens aussi avec l'âge, on a énormément d'initiatives entrepreneuriales au Sénégal. J'ai participé l'été dernier à Hackathon. On a énormément de talents, on a énormément de choses. Il y a des dispositifs privés qui sont là pour accompagner les porteurs de projets. Mais par contre, quand il s'agit de débourser les finances, bah, c'est la croix et la bannière. Mais je pense qu'en fait, pour donner un coup de pouce à son projet, cette formalisation juridique, le fait de mettre en place des contrats et donc d'avoir un suivi donne du sérieux et un sacré coup de boost à son projet. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de gros projets, il y a des ambitions effectivement à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, mais il ne faut pas donc se voiler la face. Généralement, il faut quand même, on peut partir de zéro dès qu'on a le bon réseau, mais quand même, il faut prévoir d'avoir ses propres moyens financiers et d'avoir également ses propres établissements juridiques. Voilà. C'est bien à retenir. Alors, moi, et là, pour ma part, ce que je vais te poser comme question, donc ça rejoint ce que Cheikh et Babacar disaient tout à l'heure, notamment concernant le réseau. Parce que je pense que c'est toi qui a un peu plus bon, qui a été un peu plus mature sur le terrain, tu t'es cassé les dents, tu te relèves. Donc, comment on démarre quand on n'a pas de réseau local ou comment on fait? Parce que je pense que c'est un peu le cas de nous tous. Voilà, on est ici, on va aller là-bas, mais on ne connaît pas les gens. Tout à fait. C'est une très bonne question, Konya. Je vais juste revenir en fait sur le premier point. Voilà. Faites attention, je vais vous faire renverser là. Voilà, je vais juste revenir, excusez-moi, hein, je vais juste revenir sur le point précédent abordé par Cheikh et Babacar concernant la confiance, hein, très rapide. Bien sûr. Alors, de façon générale, hein, nous, on a bon, quelque part la chance hein, d'être présent au Sénégal, mais également d'avoir voilà, une présence dans d'autres pays, soit par de la représentation commerciale ou autre, en fait. Je vais beaucoup abonder dans leur sens, hein, voilà, vis-à-vis de la confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays sur lesquels, en tout cas, nous ne sommes pas présents, entre guillemets, physiquement, avec un siège social ou autre, comme par exemple en France, voilà, il est très important qu'il y ait un interlocuteur privilégié sur place qui soit un peu la personne de confiance, quelqu'un que l'on puisse voir et avec qui on puisse signer un contrat, chez qui, en tout cas, on sait prendre son téléphone et appeler quand il y a un souci en réalité. Donc ça, c'est vraiment le premier critère qui est important. Donc on parle déjà d'une notion de confiance qui est entre guillemets physique, etc., avant de venir d'un point de vue légal et juridique.
Et ce point-là, ce qui va beaucoup le sous-tendre également, c'est cette capacité-là à formaliser, hein, comme insistait beaucoup Cher tantôt, un contrat, un document juridique qui va tout le temps encadrer finalement ce que l'on fait. Maintenant, en termes de retour d'expérience, parce que c'est important aussi en termes de valeur ajoutée pour ceux qui nous suivent, de ne pas tomber forcément dans le piège, j'ai envie de dire, de la bureaucratie ou en tout cas de l'administratif pur. Les documents, par exemple, au Sénégal, on dit très souvent ça avancera pas sénégalais. C'est-à-dire, une fois que vous allez monter votre structure, vous pouvez très rapidement obtenir le document officiel de la structure. Vous demandez un agrément. Il faut savoir être patient, téméraire, etc. Vous n'allez pas tout de suite avoir les agréments qu'il vous faut sur de l'exportation ou autre en tout cas, ou sur le code des investissements, etc. Vous n'allez pas les avoir tout de suite en fait. Donc, c'est des choses qui vont s'inscrire dans le temps long avec toute l'abnégation du monde, avec toute l'insistance, avec voilà, tout ce que vous voulez. Ça va prendre son temps, ça va suivre son cours, un peu comme partout, avec un délai peut-être un peu plus long, par exemple, au Sénégal. Donc, ne nous faisons pas, en tout cas, prendre dans le piège, voilà, de vouloir tout cadrer avant qu'on arrive, etc., d'attendre d'avoir un agrément pour démarrer, parce que ça va s'inscrire dans le temps long, et des fois être un point qui quelque part va vous ralentir dans votre démarche ou qui quelque part va voilà, faut y aller en fait et savoir que ça va arriver à un moment donné, mettre toute l'abnégation qu'il faut, etc. Et point de vue confiance, voilà, ces documents juridiques-là vont être importants si vous faites de l'exportation ou autre en tout cas, ou si vous faites appel à des investisseurs pour pouvoir avancer. Donc c'est le point que je voulais rajouter, en biaisé entre guillemets un peu sur la partie Bon, confiance. Alors, excuse-moi, oui. je vais juste faire une parenthèse sur ce que tu viens de dire qui est très pertinent, ne pas attendre des agréments ou autres. Alors, en fait, par exemple, moi personnellement, je suis confrontée à une problématique. Donc, pour dispenser les formations sur le marché, alors, il y a deux versions. Bon, il y a deux versions. Et je pense que Cher qui lance un centre de formation l'a eu aussi. Pour travailler avec certaines entreprises, on te demande d'avoir un agrément. D'accord? Et quand tu vas pour demander cet agrément, on te dit, il faut d'abord avoir 2 ans d'expérience, d'avoir accompagné déjà d'autres entreprises. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, on reste sans rien. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois un peu? Oui, tout à fait, hein. C'est un problème qui est, C'est récurrent, malheureusement. qui est Mais récurrent et qui revient sur différents pans de sujet, hein. C'est-à-dire que exactement. même d'un point de vue général, c'est assez, des fois, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue quelque part sur des appels Mhm. d'offres nationaux, hein. On va Mhm. demander un certain nombre d'années d'expérience ou en tout cas de pouvoir sécuriser d'un point de vue financier, d'avoir une manne financière en tout cas qui soit là en termes de caution ou autre, alors qu'on demande quelque part voilà, une jeune entreprise innovante ou une Oui, voilà. start-up ou autre. Exactement. C'est Voilà, exactement ça. c'est Exactement. assez récurrent et des fois, c'est hyper paradoxal en fait. Donc, il n'y a pas de solution miracle quelque part, hein. Il faut néanmoins s'aligner sur ce qui est demandé et des fois, ça s'inscrit vraiment dans le temps long, hein. Il y a pas 36 000 solutions. Après, ça ne doit pas laisser pour compte la partie, entre guillemets, découragement, hein. C'est-à-dire que quelque part, ça ne doit pas être les points bloquants. Ça, on va toujours en rencontrer, etc. Nous, sur des appels d'offres, on nous demande voilà, des choses. Et après, bon, point important, je coupe un peu la réflexion. Mhm. Il est toujours important de savoir s'associer avec les bonnes personnes, en fait. Et ça se développe de plus en plus au Sénégal, où on va y aller ensemble sur des appels d'offres, etc. On sait apporter, par exemple, donc, d'une part, des garanties financières, de l'autre côté, l'expertise technique avec de très belles références sur le marché local, etc., etc. Et puis pouvoir se positionner non seulement sur des appels d'offres nationaux, mais également dans la sous-région, dans d'autres pays d'Afrique, et voire au-delà, en fait. Donc cet aspect-là également de s'ouvrir à son réseau quand on rencontre des difficultés et des problématiques. Voilà, moi, quand j'ai pas un document ou autre, ou que j'ai besoin, par exemple, d'une entreprise française pour me positionner sur un appel d'offres français, je fais appel à Cher, par exemple, qui va pouvoir, de par sa structure française, m'aider à me positionner et puis répondre aux différents critères d'éligibilité sur cet Mhm. appel d'offres-là. Donc voilà D'accord. un peu, hein. Et puis voilà. Donc Donc, ne toujours pas hésiter l'aspect à se... réseau, hein, pour revenir. Oui, là, c'est le réseau, donc le Voilà. réseau. Mhm. D'accord. Donc, ne pas hésiter à s'associer, quoi. C'est ça que tu me conseilles, que tu conseilles à d'autres personnes. Donc, à s'associer à d'autres qui sont présents depuis plus longtemps et ouais, pour s'élever.
Oui, Voilà. Alors, il y a cette bah, notion de non, partenariat hein, mutuellement partenariat. profitable, bien entendu, et qui va, voilà, de part et d'autre, hein, il y a des mini-écosystèmes qui vont se créer, hein. Donc, ce qui est un aspect important et qui me permet de répondre à ta seconde question, Konya, Voilà, sur l'aspect réseau, hein. C'est quelque chose d'hyper important, en fait. C'est-à-dire, d'accord. de façon globale, hein, je pense, quel que soit le pays aujourd'hui où vous êtes dans le contexte de la mondialisation, participez aux événements, réseautez, connaissez du monde, parce que les opportunités d'affaires vont naître de là, les possibilités de synergie pour se positionner sur des appels d'offres ou autres vont naître de là. Essentiellement, il y a d'autres canaux forcément, mais il est hyper important de développer son réseau, de parler de son projet, d'écouter le projet des autres, parce que également ça vous permet de, voilà, de pouvoir capitaliser dessus et de savoir quelles sont les forces finalement sur lesquelles vous pouvez vous baser et quelles sont les faiblesses de votre côté sur lesquelles vous pouvez vous baser sur les autres également pour pouvoir répondre présent sur un certain nombre de sujets. Donc, l'aspect réseau est hyper important et souvent, on le néglige en quelque part. Ça veut dire, bon, en tant qu'entrepreneur, un peu plus par contre sur les informaticiens peut-être. Voilà, on a cette tendance-là à se focaliser un peu la tête dans le guidon sur nos projets et puis pas forcément à regarder autour de nous, alors que c'est hyper important. Et cette notion de pivot-là que vous allez avoir sur vos projets, vous n'allez jamais arriver avec un business plan, ou en tout cas très peu. Ça n'a jamais été mon cas personnellement, avec un business plan ou autre, et que vous le dérouliez à la lettre en fait. Vous allez à un moment donné pivoter, changer, etc. Vous adaptez surtout au contexte local, hein. C'est-à-dire que votre projet, vous le pensez, mais une fois que vous êtes sur le marché local, vous le testez, vous l'éprouvez, vous l'améliorez, ainsi de suite. Donc, vous êtes tout le temps dans cette perspective d'amélioration continue de vos produits et services quelque part pour s'adapter à notre marché au final, en fait. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Et je remercie C'est pour ta assez compléter. pertinent et ça ramène des éléments de réponse. Ok, merci beaucoup, Elage. Alors, Babacar, donc, dans ta présentation, tu nous as dit que bah, tu es investisseur, entrepreneur. Et de toute façon, on l'a vu lors de ta parution sur Fort Africa. Bravo pour ça. On en est très fiers. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment ça se passe si on veut des investisseurs en Afrique et voilà, parfois, est-ce que c'est pas mieux d'être investisseur, entrepreneur, avec ton recul? Qu'est-ce que tu partageais sur ça? Oui, après, oui, c'est vrai. Ça c'est une question aussi, moi, je trouve très intéressante parce que souvent, dans la diaspora, je parle beaucoup avec des personnes qui me disent qu'ils ont des projets entrepreneuriaux en Afrique, mais quand on discute bien, je me rends compte qu'ils ont plus un profil d'investisseur que d'entrepreneur. C'est-à-dire que les deux peuvent aller ensemble, hein. On peut être entrepreneur et investisseur, on peut être entrepreneur tout court et on peut être investisseur tout court. Juste pour faire la différence, l'entrepreneur, il est acteur. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, c'est toi qui fais. Mhm. Quand tu es investisseur, tu mises. Tu mises. Voilà. C'est ça l'investissement. En fait, tu mises en attendant des gains. Voilà. Mais souvent, dans la diaspora, on va. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'est Elage ou Cher qui l'a dit, le business plan ne se déroule jamais comme on le souhaite. Tout à fait, Parce que le business plan, en fait, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. C'est nous, on le fait, mais la réalité du terrain est totalement Mhm. différente. C'est pour ça que souvent, quand on pense au projet, eh bien, le projet est toujours parfait dans la tête. On dit, ah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est que l'entrepreneuriat, ça ne se passe jamais comme ça. C'est pour personne, hein. Ça ne se passe jamais comme ça. Tu dis ça, mais une fois que tu arrives sur le terrain, tu as toujours des blocages. Et la capacité vraiment des entrepreneurs, c'est cette capacité à s'adapter et à surmonter les problèmes qui vont venir. Et à chaque fois que tu surmontes un problème, tu dois te dire qu'il y a un autre problème qui va arriver. Donc voilà, moi, en discutant avec certaines personnes, je me rends compte que, en fait, ça fait partie du réseau. Parce que dans ton réseau, tu peux avoir, moi, par exemple, là, j'ai mes entreprises, donc je suis entrepreneur ou je suis acteur, que ce soit dans la sécurité, dans le transport, dans la tech, j'ai une application de mise en relation avec vous. Donc, dans ces secteurs, je suis entrepreneur. Mais même dans ce webinaire, il y a peut-être des gens qui sont connectés où j'ai investi dans leur société. Je ne suis pas acteur. Ils m'ont présenté des projets qui me paraissaient bien. J'ai pu discuter avec eux. J'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux apporter par mon expérience sur qu'est-ce que tu peux rectifier. Mais
j'ai bien dit, là, sur ce projet, je suis investisseur. J'ai peut-être 2, 3 millions, je le mise 5, 10, je le mets dans ton projet en attendant des retours. Mais je peux être disponible pour aider si c'est nécessaire. Mais je n'ai pas d'obligation. Donc, des fois, ce que je veux dire, ça veut dire qu'en Afrique, il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités. Mais la première question qu'on doit poser quand quelqu'un vous invite à investir ou à entreprendre avec lui, demande de lui, c'est quoi le taux de rentabilité? Si je mets mon argent, qu'est-ce qui va me revenir? Ça, c'est la première question. Et quand on vous répond à cette question, là, tu dis comment tu comptes le faire. Et c'est là, quand la personne développe, toi, tu te rends compte que, OK, ce projet est viable ou n'est pas viable. Parce que quand quelqu'un développe comment il doit faire les choses, si tu as un peu d'expérience, tu peux l'aider en disant, ah ben ça, je l'avais fait, mais peut-être on peut le faire comme ça. Et donc, tu continues, toi, tu contribues à parfaire le projet de la personne. Donc, c'est juste pour dire que des fois, il ne faut pas s'entêter à juste dire, je veux entreprendre. On peut être un très bon investisseur, on ne se prend pas la tête et on gagne de l'argent. Il y a la bourse en Afrique qui donne des rendements qui sont très, très bien. Donc, c'est des choses qu'on peut regarder. Il y a des personnes qui vous appellent sur les projets court terme de construction d'un immeuble où, au bout de 2 ans, on a un retour sur investissement. Il y a des investissements qui sont sur le long terme. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité de la personne avec qui on investit. Moi, je vous dis en termes, en, en, par expérience, moi, je n'investis jamais sur quelqu'un qui n'a jamais réalisé ce qu'il a dit. Moi, je ne prends pas ce risque. La confiance. Voilà. Moi, La confiance. demain, quelqu'un me dit, viens, on fait un projet agricole. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu fais ça? Est-ce que tu... Parce qu'en fait, ce que le gouvernement, des fois, demande, c'est du référencement. Quand on vous dit, il faut 2 ans d'expérience et tout, des fois, c'est un tout petit peu normal. Parce que si tu dois miser, gagner de l'argent, c'est difficile. Mais ce n'est pas le plus difficile. C'est de garder l'argent qu'on a gagné. Ça, c'est encore plus difficile que le gagner. Donc, quand on gagne et qu'on doit miser, il faut se sécuriser pour savoir la personne à laquelle je vais m'associer ou que je vais investir sur cette personne. Est-ce que cette personne a déjà réalisé ce qu'il est en train de me présenter? Ça, c'est juste des raisons de sécurité. Après, comme je dis, moi, des fois, il m'arrive d'investir sur des petits projets où l'idée, c'est pas de gagner, mais c'est juste pour que la personne se motive et pour qu'il y ait une petite pression. Je dis, écoute, moi, je t'ai donné de l'argent, j'attends quand même un retour. Parce que si je te donne en te disant que j'attends rien, tu en fais ce que tu veux. Mais je te dis, et j'essaie de suivre aussi quand je te donne mon argent. Voilà. Je résume, hein, j'ai tenu le micro un peu longtemps. Non, non, pas de souci, pas de souci, non, parce que c'est un thème assez intéressant. Parce que souvent, c'est vrai qu'on veut tous avoir quelque chose en Afrique, hein. Je pense que c'est notre point commun à nous tous qui sommes présents dans ce webinaire, c'est qui nous écoutent nous-mêmes. Mais parfois, peut-être que c'est plus simple pour nous d'être investisseurs et on n'y pense pas. Parce que quand on entend investissement, pour nous, c'est tellement flou, c'est tellement, il faut avoir des millions, il faut tellement, alors que non, là, tu viens de résumer que, voilà, avec il faut juste avoir une personne motivée à qui tu fais confiance, qui a de l'expérience et de l'expertise dans ce qu'il fait, et tu injectes ton argent et tu attends. Au lieu Moi, de... je donne juste un exemple très Voilà. simple hein, que je fais. C'est une personne qui est en France hein, qui me contacte, qui me dit, moi, je fais des opérations pour le Magal. C'est-à-dire qu'il achète de la cheptel et qu'il D'accord, revend pour le Magal. d'accord. Je dis, c'est quoi le taux de rendement? Il me dit minimum 50%. Je dis, moi, je suis partant. Je te donne, tu me donnes 50%, je dis, je suis partant. Et je dis que je demande de m'expliquer. Il me dit, OK, il faut qu'on l'achète un mois et demi avant, le temps de bien nourrir les bétails, et après, on les revend. Mais moi, comme je connais un peu l'environnement du Magal, tout ça, donc je me dis, ah ben, c'est vrai ce qu'il dit. Tu ne peux pas avoir des bœufs ou des moutons et ne pas les vendre pendant cette période. Ah non, J'ai investi, effectivement, j'ai eu 70% de rendement. C'est-à-dire que si je mise 1 million, on m'a rendu 1,7 million. Ah bah, c'est pas mal. Donc, c'est pour dire que des fois, en fonction du profil, hein, quand on a un Bien sûr. travail et qu'on sait qu'on n'est pas prêt à se battre, peut-être c'est plus simple de trouver des gens de confiance et de faire ces opérations-là, de faire des opérations. Ça, c'est des investissements à court terme. Il y a des investissements à long terme, 2 ans, 1 an. Il y a des investissements à long terme. Si par exemple, quelqu'un qui débute sur un projet, je ne sais pas quoi, et qu'on sait que la personne, en fonction du plan qui t'a mis en place, sa rentabilité est vue genre, dans 5 ans, eh bien, c'est des projets sur lesquels on peut investir. Et commençons aussi
à nous intéresser à la bourse africaine. Parce qu'on ne le fait pas souvent, mais des fois, je dis juste, je donne un exemple. Il y a des gens qui ont investi, par exemple, chez Total en Afrique ou Sonatel. Eh ben, ces gens-là, avant, les actions, ça coûtait quoi? Ça coûtait 7 000 francs, 3 000 francs. Aujourd'hui, c'est des actions qui peuvent aller. Je ne sais pas, l'action de Sonatel, il est où aujourd'hui? Mais commençons à réfléchir sur le fait que des fois, peut-être vaut mieux miser sur des structures solides que d'être acteur. Parce que c'est une question de personnalité. Voilà, il y a des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui gagnent ou qui perdent, ils iront. Mais il y a des gens qui veulent quand même un minimum de sécurité. Eh bien, pensez que vous pouvez être impacté positivement en Afrique en investissant. Je suis vraiment désolé de prendre autant de temps. Je laisse les Non, 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 pas du tout. Alors, je te laisse le temps là parce qu'après, on va passer à l'IT et on va plus t'entendre. Donc, t'inquiète pas. Ça, c'est vrai. Ça, Et c'est là, vrai. c'est une partie qui est assez intéressante. Là, je vais juste te poser une dernière question. Alors, tout ce qui est, et même si les autres, bah, je pense que vous êtes passé par là, donc tout apport est bénéfique. Pour tout ce qui est levé des fonds en Afrique, comment ça se fait? Et si quelqu'un voilà, veut chercher des financements aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui recommandez? Moi, je vais juste apporter une petite contribution parce qu'en fait, je ne sais pas, Cher qui a parlé tout à l'heure des difficultés de financement. Ça, malheureusement, même les banquiers en Afrique ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que le paradoxe de l'Afrique, c'est que nous vivons dans une économie rationnée en fonds. Rationnée. Je m'explique. Quand vous allez, comme je l'ai dit, quand vous venez en Europe, les banques ont des cahiers de charges. On te dit, la personne ne doit pas dépasser un taux d'endettement de 35%. C'est la Banque de France qui donne la règle. En France, c'est comme ça. Dans les autres pays d'Europe, c'est les banques centrales ou sinon, c'est l'État qui va le décider. Le paradoxe de l'Afrique, c'est que surtout dans la zone franc, nous n'avons pas notre monnaie, notre propre monnaie. Donc, on n'a pas de banque centrale. On n'a pas de banque centrale. Ça veut dire que la quantité d'argent qui circule dans cette économie, elle est décidée par Paris. Donc, notre économie, elle est rationnée. Si la France dit c'est 100 milliards qui doivent circuler dans la zone franc, les banques vont se partager ces 100 milliards pour prêter. Donc, c'est différent. Donc, un pays, on te dit c'est un cahier des charges, la banque peut prêter à l'infini. Mais juste ce qu'on lui demande, c'est de respecter les 35% de taux d'endettement. Et quand on pose la question en Afrique, le banquier, quand vous lui dites quand on prêt, est-ce que vous avez une maison à garantir? C'est-à-dire que même le vocabulaire même diffère selon l'endroit où on est. Donc ça apporte des difficultés à notre économie. Maintenant, comme aujourd'hui, on a les Orange Money, on a les Wave. Ça peut contribuer à ce que les fonds soient disponibles plus. Parce que quand la banque a de la liquidité, elle sait ce qu'elle a. Mais en Afrique, avant du temps de mes grands-parents, moi, les grands-parents, ils avaient du cash à la maison. Tout le monde gardait le cash. Quand on partait dans les villages, on ne voyait pas de billets. Parce que l'argent ne circulait pas. Donc ça aussi, il faut le comprendre pour dire que maintenant, il y a le modèle de levée de fonds qui peuvent être des sources maintenant de financement de nos économies. Mais nos économies, quand vous faites un prêt en Afrique, c'est quasiment rare que vous entendez 8%. Mais 8%, quand vous arrivez ici en Europe, et vous dire à un entrepreneur qui veut emprunter, tu lui parles de 8, 9, il se lève, il s'en va. Totalement, totalement. Mais en fait, ce problème-là aussi, le problème de difficulté des financements est lié du fait que notre économie, on a une économie qui est rationnée. Et ça, malheureusement, du moment que les pays en question n'ont pas de banque centrale, c'est une banque centrale, la CEDEAO, et la CEDEAO dépend de la Banque de France qui garantit la monnaie qui circule dans nos économies. Donc ça, c'est l'une des problématiques qu'on a. C'est pour ça que le financement est aussi difficile dans nos économies. D'accord. Et moi, j'ai vu que souvent, ce sont les ONG même qui ont une partie financement, qui vont ouvrir des fonds, par exemple des fonds Mastercard. Parfois, plusieurs ONG, c'est eux qui vont lancer des investissements, donc bien sûr avec les cahiers de charges qui vont avec. C'est ce que j'ai vu pour la plupart. Non, Donc, c'est vrai. Et en voilà. plus, ce qui est paradoxal, moi, j'ai l'habitude de le dire parce que quand j'arrive, moi, j'analyse le marché. En fait, ce qui se passe souvent, c'est, je vais vous donner un exemple comme ça, c'est plus compréhensible. L'Afrique, c'est quoi? L'Afrique, c'est comme si on dit, on fait des combats de boxe, mais il n'y a pas de catégorie. On va mettre Nganou plus un amateur. En fait, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que nous, on a des économies qui sont dynamiques.
les entrepreneurs qui sont sur place ne sont pas financés parce qu'ils n'ont pas assez de fonds. Parce que les banques que vous entendez en Afrique, c'est des banquettes. Moi, j'ai l'habitude de les appeler des banquettes. Ce n'est pas des vraies banques. Parce qu'une banque, quand elle te demande de garantir pour te prêter, il y a un problème. Bien sûr. Voilà. Donc, quand tu fais comme ça ton économie et que tu ouvres l'économie, c'est-à-dire qu'au Sénégal, n'importe qui peut venir pour investir. Mm. Donc, quand toi, tu as du mal à financer des entrepreneurs et que tu ouvres ton économie pour que le français, l'américain, le turc, l'indien puissent eux venir, alors que eux, quand ils arrivent, ils ont des fonds illimités. C'est pour ça que tous les grands travaux, c'est gagné par les sociétés étrangères. Parce que c'est eux qui sont capables non seulement de se financer à un certain montant, mais aussi d'avoir des taux hyper compétitifs. Donc ça, tout ça, c'est des problèmes, mais macroéconomiques. Hein, c'est des problèmes que vraiment les gouvernements doivent s'attaquer pour faire en sorte que, en tout cas, les entreprises, parce qu'il faut mettre des mesures de protection pour dire, voilà, pour tel type de projet, eh bien, c'est impératif de le donner à des entreprises locales. Et aussi, même si une entreprise étrangère gagne un marché, on lui dit que le marché qu'il a gagné, eh bien, il doit être en collaboration avec une entreprise locale à telle hauteur. Si on ne fait pas ça, malheureusement, on n'aura jamais de mastodontes, de grandes entreprises, comme ce qu'on entend, les FH, les trucs. Ça ne sera pas possible. Voilà. Ça, actuellement, totalement. D'accord. Bah, merci beaucoup, Walker. Ça, c'est pertinent. On apprend pas mal de choses. Merci beaucoup. Alors, là, on va se focaliser un peu à la partie IT pour Cher et Elage. Alors, comment vous avez mené comment vous avez construit votre offre et comment vous avez su que, voilà, tel ou tel service que vous faites aujourd'hui et qui marche a été pertinent? Parce que ça, c'est ça aussi une des questions. Par exemple, nous, des gens de l'IT, on veut s'implanter, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du web? Est-ce qu'on fait de la data? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Alors, bah, du coup, je prends la parole. Donc, sur cette partie-là, moi, mon approche a été pareil, hein, enfin, pour beaucoup influencée par mon environnement, en tout cas ici en France. Donc, j'ai travaillé avec de grandes ESN aussi et d'autres entreprises qui faisaient de la prestation auprès de grands clients et donc, du coup, qui avaient en gros des offshore. Des offshore, en gros, des sociétés qui étaient déportées soit en île Maurice ou en Inde ou ailleurs. Et finalement, qui se faisait une sacrée manne avec ce modèle-là. Et moi, j'ai toujours cru en l'Afrique et je voyais justement cette ascension-là venir. Du coup, l'approche et la réflexion que je me suis faite, c'est de dire, bon, déjà, enfin, particulièrement au Sénégal, c'est un pays très estudiantin, où il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de matières grises. Donc, forcément, on est en train d'aller vers une ère digitale sur une nouvelle forme de socialisation qui n'a pas laissé justement la société sénégalaise sur le côté. Et dans ces différents étudiants, ils en sortent des ingénieurs, plein de choses qui sont aussi valeureux que du coup les diplômés qui sont là. Ce sont les moyens certainement qui diffèrent donc, par rapport aux études qu'il peut y avoir, mais je ne me suis pas notamment trompé sur cette réflexion-là. Lorsque j'ai participé justement au hackathon de l'été dernier, j'ai vu vraiment des talents. Donc, du coup, après cette réflexion-là, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que, je parle surtout pour les locaux, pardon, les autochtones qui sont porteurs de projets, parce que je pense qu'il doit y en avoir en fait parmi les participants. Il ne faut pas attendre en fait qu'un marché explose pour justement, du coup, s'y insérer, faire ce que tout le monde fait. Il y a cette notion d'innovation de rupture, il y a cette notion d'innovation de continuité et il y a également, on en parlait, je pense, hier avec Babacar, on n'a pas besoin de réinventer la roue, quoi. Donc, on voit un modèle qui s'applique, on voit un environnement qui est propice et on voit éventuellement une projection ou quelque chose qui peut prendre. Donc, concrètement, je me suis dit, il faut reproduire ce modèle-là. Déjà, c'était parti d'une réflexion pour faire du offshoring au Sénégal. J'ai rencontré des talents. J'ai vu qu'on était largement capable de le faire et que finalement, juste par approche de l'innovation, nous, on est capable d'apporter ça.
je reviens sur l'histoire du réseau, de s'entourer des bonnes personnes, des bons talents. Et finalement, la mayonnaise a pris. Au début, du coup, ça paraissait complètement farfelu de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et jusqu'alors, aujourd'hui, je le disais hier, hein, j'ai parfois des membres de famille qui me demandent qu'est-ce que tu fais au final. Mais l'anticipation du marché qui va venir grandissant, le fait de repérer des talents et de flairer, je sens une opportunité qui va prendre un peu plus tard, c'est aussi une forme d'investissement, en tout cas au niveau de l'idée du projet et autres. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai commencé. Et on D'accord. foi aussi sur le fait que l'avenir, je dirais, c'est l'Afrique. Peu importe, petit projet, grand projet, mais en tout cas, oser le faire. Et puis, je pense qu'on reviendra sur ça pour pas déborder. Je vais laisser la parole à Voilà, Elage, mais non, pas de souci. Voilà. voilà, Après cette aussi, notion de risque, quoi. pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions pour l'instant, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Comme ça, on répond au fur et à mesure. Car Elage ne va pas tarder à nous quitter. Et là, je te donne Mhm. la parole, Elage. Ouais. Avec tout le recul que tu as eu, tes 10 ans d'expérience, voilà. Vas-y, sors-nous tout. Alors, tout à fait, hein. Alors, c'est assez similaire, hein, de chair. Moi, il y a eu comment dire, un agrégat de choses, hein, qui finalement, voilà, avec le recul. Donc, tout d'abord, à l'époque, j'avais tenté de monter un projet avec l'Inde, en fait. Et je me suis beaucoup aperçu voilà, qu'il y avait un souci, entre guillemets, au niveau de la qualité, en tout cas dans le cadre de mon projet avec l'équipe avec laquelle je bossais. Et de fil en aiguille, je me suis un peu intéressé au marché offshore, donc ce qui se faisait un peu à Madagascar, ce qui se faisait un peu au Maroc surtout. Voilà, et puis voir ce qu'il pouvait apporter en termes voilà, de nearshore, hein, on va dire, et répondre concrètement à des problématiques. Donc, moi, j'ai commencé par adresser deux marchés, hein. Le marché ITO, Information Technology Outsourcing, et le marché BPO, Business Process Outsourcing. Donc, effectivement, il y avait vraiment cette partie IT-là, mais il y avait également cette partie saisie et traitement de données de façon globale. Et puis, il y avait un réel besoin, en fait, à ce moment-là. Donc, on a commencé par monter une structure en France. Voilà, et puis une autre structure au Sénégal. Donc, deux structures sœurs, mais totalement indépendantes en fait l'une de l'autre pour un certain nombre d'avantages encore on pourra détailler et qui peut être intéressant. Et je suppose que Babacar connaît très très bien, hein. Voilà. Et puis partant de là, par rapport à ces deux structures-là sur la partie outsourcing, je me suis dit quel était l'élément différenciant en fait qui pouvait apporter une forte valeur ajoutée. Parce que finalement, c'est ça le business en fait. Qu'est-ce qu'on fait différemment? Donc, c'est pour ça que je rejoins beaucoup cette notion d'innovation incrémentale et puis de rupture dont on parlait tout à l'heure, cher. Nous, d'emblée, on a voulu se positionner sur le triptyque coût, qualité, délai. On va faire aussi bien que partout dans le monde. On va être sur des coûts réduits et on va assurer la qualité au plus près de toutes nos étapes unitaires de production en réalité. Et puis assurer forcément la tenue des délais. Et on s'est assuré de 5 choses en fait en réalité. On s'est assuré d'abord qu'on avait une excellente qualité des ressources humaines au Sénégal, donc qui nous permettait d'avoir toute la partie production, donc toute la partie IT, toute la partie opérateur de saisie, etc., sur le marché local au Sénégal, toute la partie commerciale pour capter sur le marché européen, hein, qui était basée à Paris. Donc ça, c'était déjà le premier positionnement par rapport à la qualité des ressources humaines. On s'est intéressé aussi beaucoup à la qualité de connexion Internet. Mine de rien, ça va beaucoup jouer d'un point de vue infrastructure, de pouvoir garantir les mêmes conditions opérationnelles un peu partout dans le monde et d'aller sur des certifications qui sont fortes. Donc, d'emblée, on s'est positionné sur la certification ISO 20000 et ITIL V3 pour vraiment apporter ce gage qualitatif-là. Et puis, un élément qui était important, mine de rien, la proximité culturelle, elle va être hyper importante. Cette volonté d'ouvrir une structure en France avait plusieurs vocations, c'est-à-dire être sur des standards gages qualitatifs au même niveau, on va avoir du Prince 2, etc., en fonction des pays. Et ISO nous apportait un peu ça, en fait, qu'on aille à Londres, à Dubaï, à Pékin ou autre, en fait, quand on dit ISO, généralement, on sait qu'il y a gage qualité derrière, etc. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop déborder, mais voilà, je pense sur cet aspect outsourcing-là, sur cet aspect définition de l'offre, nous, c'est vraiment ce cheminement-là que nous avons pris pour répondre à ta question, Konya.
Et Ben, comme tu disais tout à l'heure, malheureusement, voilà. je suis contraint par le temps et que je Non, mais dois il n'y a pas de filer. souci. N'hésite pas à En tout cas, partager mes coordonnées. je te remercie vraiment Voilà, pour cette dispo, les éléments apportés. Et bon, de toute façon, on aura l'occasion de faire d'autres choses en commun. Pas super. grave, Cher va prendre le flambeau. T'inquiète Oui, pas. j'en suis sûr et certain. Je me Voilà. charge la mule, C'est c'est Ah, pas on te c'est sérieux. charge, Babacar on te aussi. charge. Merci beaucoup à, Ok, à merci tous. Et d'être. puis, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de session. Merci, Et merci. Konya, n'hésite pas à partager mes coordonnées au besoin. Avec grand Voilà, plaisir. De toute façon, à la fin du webinaire, je vais faire un petit récap avec tout ce qu'on s'est dit, donner quelques tips aussi et voilà, envoyer ça à tous les participants. excellent. Merci Voilà. beaucoup. Merci. À bientôt. Je reste au fait. Merci. Au revoir. Alors, Cher, on a une question pour toi de la Oui, part je lisais de ça de Wad. Wad. Voilà. Tout à fait. Que peux-tu nous dire sur ça? Alors, Wad dit, comment comptez-vous surmonter les défis liés à l'infrastructure technologique en Afrique pour mettre en œuvre vos projets IT? Je vais commencer par le début. Donc, je parlais de flairer une opportunité grandissante, anticiper le marché qui va arriver. Et en effet, c'était un sacré défi. Donc, ce qu'il s'est fait concrètement. Moi, je me suis beaucoup appuyé, en tout cas, sur tout ce qui était infrastructure, non pas locale. Donc, quand on parle d'infrastructure, en tout cas, pour définir cela pour tous les participants, c'est tout ce qui concerne, par exemple, les serveurs, le matériel informatique avec lequel on travaille. Donc, du coup, que ce soit des centres pour stocker les données, la sécurité justement des données et d'autres règles qui sont, enfin, d'autres règles juridiques et réglementaires qui sont moins aujourd'hui sur place en Afrique. Je parle de RGPD, protection des données. Donc, il faut savoir jusqu'alors qu'en 2020, en tout cas, quand je suis arrivé dans le secteur sur le marché africain et notamment sénégalais, et je précise aussi, j'ai fait l'Afrique centrale, en Cameroun, Gabon, Congo, Centrafrique. C'était très pauvre en matière d'offres d'infrastructures. Qui dit pauvre en matière d'offres, donc très peu de concurrence. Les premiers acteurs qui étaient sur le marché, donc je pense qu'il y en avait deux, donc des locaux, ils avaient des prix mais complètement non concurrentiels. Donc, ce qui se faisait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec OVH. Donc, on travaillait avec OVH. C'était des abonnements qu'on prenait qui étaient hébergés effectivement hors les terres de l'Afrique. On pouvait s'appuyer sur des clusters, des serveurs de ce genre-là afin de donner l'opportunité aux personnes sur place de travailler. Et à cela, on s'est confronté, enfin, on a été confronté au problème de la qualité du réseau. Parce que du coup, tout ce qui était fibres et autres commençait à arriver petit à petit dans le continent, enfin, sur le continent du moins. Mais avant, on avait des problèmes de lenteur énormes. Par contre, on adaptait justement en fait les solutions qu'on développait, donc à travers des découpages de la solution et faire des stockages en cache. En cache, donc ce sont des stockages qui sont une photographie, en gros, des données à un moment donné, à un moment T, et on travaillait avec ces éléments-là, puis on faisait des refreshs au fur et à mesure. C'était correct. Mais par contre, un sacré bond a été fait. Aujourd'hui, il faut savoir que, et le gouvernement y est pour beaucoup, d'ailleurs, je les félicite, je leur en félicite sur ces initiatives-là. Ils sont beaucoup portés sur le numérique. Il y a des data centers qui commencent à voir le jour au Sénégal. Orange qui en propose aussi. Et donc, du coup, les coûts commencent à être tirés vers le bas. On s'appuie sur ça. Les initiatives, justement, sont supportées grâce à l'arrivée de ces infrastructures-là qui sont là. Mais il y a encore, du coup, des pas et un progrès à faire. Ce n'est pas inaccessible. Grâce au cloud, aujourd'hui, on a du AWS, on a d'autres technologies dont je ne fais pas leur promotion, mais grâce à la qualité de la fibre que nous avons actuellement en Afrique, donc Sénégal, Côte d'Ivoire et autres, on voit en fait des initiatives et de grands entrepreneurs justement qui ont développé des solutions pour les entreprises en mode cloud et qui s'appuient sur ces data centers locaux, qui valorisent vraiment les initiatives locales
Et c'est là où on voit, en fait, du coup, que c'est tout un ensemble de couches de compétences réunies et qui existent en Afrique. On n'a pas besoin, parce qu'on n'a rien à envier aux autres territoires, hein. On a des cybersécurités, on a en fait des ingénieurs cloud, on a des développeurs, des intégrateurs de solutions, des ingénieurs d'affaires comme Konya et tout sur place, tout réuni. Et donc, du coup, ça fait un package complet. Aujourd'hui, ça existe. Et c'est comme si en fait, on était en train de rattraper ce qui se fait ailleurs, en Europe et autres. Voilà ce que je peux en dire. Donc aujourd'hui, grâce aux collaborations et aux différentes compétences réunies, aux opportunités qui sont données, il y a une autre approche, mais c'est plutôt une dimension sociale et sociétable pour pouvoir donner l'opportunité et la chance aux uns aux autres de pouvoir, du coup, enfin, s'exercer et prouver leurs compétences. En Afrique, en tout cas, sur la visibilité que peut avoir l'infrastructure technologique. Je ne sais pas si Watt, ça a répondu à ta question, mais pardon. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, du coup, Wad. Ouais, vous pouvez allumer votre micro hein, si vous le souhaitez. Ou bien sur le chat. Mais effectivement, alors, elle répond, elle dit oui, Oui, c'est c'est clair pour moi. D'accord. exactement, c'est assez clair et c'est vrai que ça faisait partie de mes questions, donc pour voir tout ce qui était connectivité, cybersécurité, où est-ce que nous en sommes, mais effectivement, on est pas mal dessus. Alors, là, on va passer côté recrutement. Donc, je pense que c'est quand même un nerf de la guerre, quand même. Le nerf de la guerre. Bon, comment se constituer une équipe solide? Voilà. Dans la tech et dans la partie commerciale. Dans la partie commerciale, bon, et dans partout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est, comme tu le disais tout à l'heure en entrée, on a du potentiel. Il y a des gens avec du potentiel, mais après, le tout, c'est qu'ils sachent l'exprimer et le mettre sur le papier. Donc, c'est ça la difficulté. Mais je pense que côté tech, vous avez quand même ce qu'il faut, comme tu le disais tout à l'heure. Mhm. Ouais, alors, on a ce qu'il faut. Par contre, ce dont il faut tenir compte, enfin, en tout cas, moi, avec le recul, c'est que le Sénégal est beaucoup axé sur le modèle occidental et en l'occurrence français. Historiquement, parce que colonialement, on était une colonie. Donc, où est-ce que je veux en venir par là? C'est que je disais tout à l'heure qu'on a énormément de matières grises. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de formation, donc qui n'ont connu que du théorique. Dans la tech, c'est beaucoup plus facile parce que du coup, voilà, enfin, les formations que vous faites, vous apprenez à coder en langage et autres. Mais l'expérience a toujours son mot à dire. Je parle de ça parce que vous allez avoir soit des personnes qui ont de l'expérience, mais du coup, une expérience qui va se noyer dans la masse et qui ont travaillé sur des technologies bien particulières. La particularité justement de l'IT, c'est ça, c'est que c'est tellement vaste. Tu as de l'infra, tu as de l'ingénierie logicielle, tu as de l'intégration, tu as en fait l'ingénierie poste de travail et ainsi de suite. Et donc, dès lors qu'on touche à une particularité, on a tendance à se définir, enfin les candidats, hein, je parle bien, on a tendance à se définir comme informaticien. Informaticien, c'est large. On ne peut pas être informaticien dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire. Sinon, on passe sa vie à étudier ça. Et donc, sur l'aspect recrutement, je pense que je m'adresse surtout si éventuellement il y a des candidats ou bien des personnes qui souhaitent se reconvertir, il faut bien cibler en tout cas ce vers quoi vous voulez aller. Dans tous les cas, tous les domaines dans l'informatique sont porteurs. Et donc, cibler cela veut dire cibler également son profil. Ne pas faire un profil généraliste parce que c'est un peu perturbant aussi bien pour vous que pour le recruteur. Et donc, le recruteur, ce qu'il faut également, pour moi, ça n'engage que moi ce que je dis, faire en Afrique quand on ne veut pas se tromper sur le recrutement. Concrètement, nous, ce qu'on faisait en fait avant, quand on cherchait des talents, on passait par un cabinet de recrutement qui récupérait des CV par-ci, par-là. Il y avait un mot-clé informaticien et il nous balançait ça. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on voulait. Et donc, du coup,
passer parfois 2-3 entretiens parce qu'on ciblait non pas la formation que la personne avait faite, mais éventuellement son potentiel donc de réussir ou bien de progresser dans ce poste-là. Et finalement, la personne elle-même n'a pas perçu justement qu'on lui donnait sa chance pour prouver qu'elle était pour prouver qu'elle serait capable d'exceller ou bien de progresser dans ce domaine-là. Et concrètement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut cibler en tant que candidat sa spécialité. Donc l'informatique, c'est large. Pour nous, les recruteurs, il faut faire passer des tests et c'est un sacré défi parce que du coup, dans cette manne-là, on trouve un peu de tout et de rien. Et le recrutement, que ce soit en Afrique ou en France, ça coûte. Donc, une fois que vous vous êtes engagé avec un collaborateur, nous, on a tendance à vouloir que ce soit quelqu'un qui soit autonome parce qu'on n'est pas sur place. Éventuellement, même si on est sur place, du coup, on aimerait que nos projets avancent parce qu'on a d'autres challenges en face. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié sans faire la promotion d'Akassa. J'ai travaillé avec ces équipes et honnêtement, ils ont fait preuve d'autonomie, ils ont fait preuve de professionnalisme, de proactivité. Et voilà, enfin, c'est eux qui ont mis en place mon site, monmarché.online, avec un webmaster derrière qui a toujours des suggestions à faire et autres. Donc, le recrutement est effectivement un sacré défi aujourd'hui au Sénégal et plus généralement en Afrique de l'Ouest central, les deux sous-régions que je connais. Parfait, merci beaucoup. Et Babacar, de ton côté, tu as ton équipe sur place. Ouais, mais moi, ce que je voulais apporter sur ce point, c'est que, encore une fois, le problème de l'Afrique sur ce point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question d'adaptabilité. C'est la même chose que je disais par rapport aux règles juridiques qui ont été faites il y a 60 ans, qui gouvernaient l'évolution d'une société aujourd'hui ne correspondent plus. Comme je disais, des 150 000 à l'époque, en 1960, 150 000, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire. En fait, du point de vue de la qualité des ressources humaines, euh, les Sénégalais, si tu prends les Sénégalais en règle générale, Dieu merci, vraiment, c'est vraiment un peuple très bien éduqué, mais quand on prend la ressource humaine sur place, ils ont un problème de pratique. Je vais donner des exemples, j'aime bien donner des exemples. Moi, j'ai fait de l'économie, j'ai fait du management. Je me rappelle, quand j'étais en vacances, quand je partais au Sénégal, j'étais avec des collègues qui faisaient les mêmes formations que moi. Quand on leur demandait de définir le taux d'intérêt, ils savent le définir. Ils savent définir le taux d'intérêt. Mais quand on leur demande c'est quoi l'impact d'une politique budgétaire ou d'une politique monétaire, genre interventionniste de l'État par rapport au taux d'intérêt, ils ne savent pas. Ils peuvent définir, mais ils ne connaissent pas l'impact. Et je vais donner un exemple. Quand tu es en France, si les taux d'intérêt baissent, des fois, tu ne peux même pas le savoir. Mais ton banquier, il t'appelle et te dit, ah, écoute, il y a aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils ont baissé. Quand tu places ton argent dans tel compte, eh ben, tu as 4-5% de rémunération. Le livret A, il est à temps. Donc, même si tu ne fais pas de l'économie, tu es quand même en contact avec quelques règles économiques. C'est vrai. Le problème qu'on a, c'est que nous, on ne fait que de la théorie. Tu prenais, il y a 40 ans, 50 ans, les Marocains, les Égyptiens, tous, ils étaient formés en médecine au Sénégal. Aujourd'hui, ces pays ont la médecine au Maroc ou en Égypte, ça n'a rien à voir. On ne peut pas le comparer avec la médecine au Sénégal. Pourquoi? Parce que les règles ont évolué, mais nous, l'enseignement doit être accompagné de pratiques. Et la médecine aujourd'hui, c'est plus technologique que du par cœur. Avant, tu apprenais les choses par cœur, tu connaissais, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la technologie qui parle. Tu dois apprendre, mais tu dois pratiquer. Quand tu n'as jamais vu certaines machines, tu ne peux pas aller, tu peux pas aller. Et moi, je pense que le problème, c'est qu'on doit changer les programmes scolaires, arrêter de faire des gens 10 ans, 15 ans d'études, alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Aujourd'hui, on le voit hein, dans nos pays, tu vas avoir quelqu'un qui fait 10, 15 ans d'études, il n'a jamais travaillé. Et du jour au lendemain, il va te montrer 4, 5 masters, mais quand on lui dit qu'est-ce qu'il a réellement fait de sa vie, voilà. Je pense qu'on doit vraiment réformer surtout l'étude supérieure, faire des formations courtes, qui sont des formations professionnelles. Ça peut durer 1 an, 6 mois, ou quand la personne sort, elle a pratiqué tout le long de sa formation pour pouvoir pratiquer. Moi, je suis allé plusieurs fois au Canada et aux États-Unis. Les gens ne font pas de aussi longues études. Mais
en fait, ils travaillent et à un moment donné, ils peuvent revenir faire des études. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est qualifiée parce que c'est une main-d'œuvre qui met la main à la pâte. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, dans le domaine de l'enseignement et de la formation, on est vraiment en retard parce que les programmes scolaires, moi, ce que j'apprends, ce que j'ai appris, c'est ce que mon père quasiment a appris et c'est ce que mes enfants, s'ils sont là-bas, sont en train d'apprendre. Alors que le monde bouge. Ça n'a vraiment pas. Si vous voulez, en France, il y a combien de bacs? Au moins une trentaine de bacs. C'est vrai. Au Sénégal, il y a quoi? S, Il y en a L, trois. date de nos ancêtres. Et ça, c'est un réel problème pour avoir une main-d'œuvre de qualité. Et Plus que c'est totalement vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, en tout cas, l'État, ce gouvernement, même le gouvernement précédent, essaye en tout cas de mettre en avant des dispositifs comme ça pour former les gens. Mais après, voilà, c'est derrière l'employabilité. Donc, c'est toujours le problème. Ils ont 10 ans d'études, ils connaissent toute la théorie, mais ils ne savent pas faire. Donc, et c'est là qu'on peut être pertinent, en tout cas, nous, on va dire les gens de la diaspora qui avons envie de nous implanter là-bas voilà, de nous dire, OK, on va mettre en place des formations rapides, comme tu disais, Babacar, sur 6 mois, 9 mois, et vous sortez, vous êtes des pros. Comme le système d'alternance qu'il y a ici. C'est tout simplement ça. Mais derrière aussi, pour ça, il faut une dynamique des entreprises. Donc, vous, les entrepreneurs, il faut que vous accompagnez cela, être disposé à prendre des jeunes ou des moins jeunes pour leur apprendre un métier. Donc après ça, oui, bien sûr, c'est tout un écosystème à mettre derrière, mais en effet, ça en fait partie. Ça, c'est l'histoire du politique. En tout cas, c'est l'État qui doit Voilà, organiser qui les doit vous choses de encourager sorte aussi d'avoir derrière. un environnement très propice au Voilà. milieu des affaires. Parce que moi, je reste convaincu, un pays se développe que par la performance de son secteur privé. Ça, Ah. je donne juste l'exemple. Mm. Comparer la France et l'Italie. Mhm. Si vous allez en Italie, les Italiens sont en majorité des entrepreneurs. Mhm. Donc, individuellement, tu peux trouver plus d'Italiens riches que de Français. C'est L'État vrai. français est riche parce que c'est un État qui taxe beaucoup. Oui. Et quand tu as on va dire une large palette d'assiettes fiscales, c'est parce qu'il y a beaucoup de salariés. Donc, c'est facile de les taxer. Mhm. Quand tu taxes les salariés, c'est bien. Mais quand tu as des entrepreneurs, même si tu n'arrives pas à taxer le patron, parce que c'est Mhm. toujours ce qui est difficile, parce que l'entrepreneur, ça revient toujours, les riches paieront toujours moins d'impôts, parce qu'ils peuvent Ouais. jauger mais ils créent de la richesse. Et en créant de la richesse, eh bien, tu développes ton pays et tu développes des affaires. C'est pour ça que je dis, l'État doit faire en sorte d'accompagner les jeunes, mais aussi de changer les choses, d'intégrer dans les programmes scolaires des modules pour dire aux gens, en fait, la vie, c'est pas que faire des études et devenir fonctionnaire ou intégrer Ah, une ça, boîte. c'est Ça, clair. on doit vraiment... En plus, moi, je trouve que ça change, hein, parce que Mhm. c'est important et c'est que je trouve dommage. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je trouve qu'ils ont beaucoup d'émissions de business où ça parle vraiment d'affaires, mais vraiment très, très haut niveau. Mhm. Mais quand je prends l'exemple du Sénégal, eh ben, j'en ai pas vu d'émissions qui parlent vraiment de On business a d'autres typologies spécialisées. d'émissions chez nous. J'en ai pas vu. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, je pense que la population commence vraiment à s'intéresser sur les questions d'entrepreneuriat et d'investissement. Donc, il doit y avoir vraiment des outils qui doivent leur permettre de plus se réveiller et de plus se diriger par rapport à des opportunités qu'ils peuvent saisir par rapport au monde où on vit aujourd'hui. Très pertinent et on est totalement en accord. Alors, est-ce que j'ai une dernière question? On va passer à la partie questions-réponses. Je pense qu'on a un peu fait le tour, hein, les infras, comment faire son modèle. Donc là, juste pour résumer, en tout cas pour nos amis qui veulent mettre en place des projets IT, c'est voilà, quoi, faut faire ce qu'on sait faire. C'est ça, hein, cher, le message, c'est ça. Donc, tu as une compétence, ça va servir. Donc, c'est ça, on va le faire, plus ou moins. Ou bien savoir s'entourer des gens qui le font. On t'entend de loin. Ou c'est moi? Allô, allô. On t'entend de loin. Est-ce que vous m'entendez là? Euh, Allô? Là, c'est mieux. Voilà. Allô, allô.
Ah, c'est bien? Ok, d'accord. Non, je disais en fait, ouais, surtout, j'insistais sur ces deux éléments-là, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, comme disait Babacar, mais s'entourer en tout cas des personnes qui soient capables, du coup, d'être complémentaires pour que son projet avance. D'accord. Non, c'est Et assez clair. Alors, là, on va passer à la session questions-réponses et on vous libère. On déborde là sur la pause, hein, désolé. ouais, En tout c'est cas, merci à important. tous hein, d'être connectés. Je pense que tu as une question, J'ai une, Konya, j'ai une question, sur bien le sûr. chat. Ouais. Donc, par Euh, réalité manifestée, une alors, première question. est-ce qu'il est aujourd'hui possible de proposer des paiements en ligne fluides? Il avait une première question. Quelles sont aujourd'hui les niches technologiques encore sous-exploitées en Afrique francophone? Et Ah, surtout, on n'est pas originaire du, du continent. Quels canaux ou méthodes peut-on identifier concrètement les besoins non satisfaits? OK. Gosso, y a-t-il une plateforme que les talents candidats? D'accord, on va répondre à tout ça. Et après, on a eu d'autres questions ensuite qui se croisent avec celle-là parce que j'avais une question d'une auditrice qui demandait quelles sont les plateformes qui permettent d'avoir des AO au Sénégal. mhm. Alors, bon, j'ai pas tous les noms des plateformes, mais il y a appel d'offres public.sn, je crois, au Mhm. Sénégal. Mhm. Pour tout ce qui est appel d'offres public au Sénégal, tu as l'ARM aussi, l'Autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, pardon, donc qui va publier des appels d'offres. Après, il y a des plateformes privées. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faudra que je te les envoie pour que D'accord. De toute tu ça. façon, à la fin, comme je dis, il y aura un récap avec tous les bons tips et je vous les enverrai Hmm. par mail. Et quand tu dis, par exemple, plateforme privée, c'est payant ou Oui. Oui, d'accord, oui, par contre, c'est payant, payant, effectivement, d'accord. mais la plateforme vous expose en gros tous les appels d'offres de la sous-région, Côte d'Ivoire, Bénin, Mm. Sénégal, ainsi de suite. Et vous pouvez filtrer par, enfin, je ne me rappelle plus le nom de la plateforme, on avait beaucoup fait ça. Vous pouvez filtrer par secteur d'activité, par contre, c'est payant. C'est payant. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Alors, est-ce que tu peux ramener juste des éléments de réponse pour réalité? Alors, du coup, c'est laquelle question, du coup? Parce Alors, que j'ai pas les yeux en face de soi, là. elle en a posé deux. Question un, donc c'est la partie les niches technologiques sous-exploitées. Ah oui, d'accord. Alors, donc, du coup, pour réalité manifestée, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas parler de niche en matière d'IT en Afrique. Enfin, tout est niche, pardon. C'est plutôt l'inverse, tout est niche. Donc, on va parler fintech, on va parler e-santé, on va parler comment dire, enfin, e-agro, des choses comme ça. Mais ça, ce sont notamment des secteurs dans lesquels se positionnent, on va dire, ce qu'on appelle les startups, parce que du coup, ils sont dans des innovations et ainsi de suite. Et donc, les initiatives se multiplient. Et c'est ceux-là qui vont lever des normes au fond. Par contre, on oublie les petits projets, parce que ce que je dis toujours, et ça, c'est un message que je profite pour faire passer aux autochtones, aux personnes qui sont sur place, qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas, parce que soit ils n'ont pas d'idée, ou ils n'osent pas parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, il y a cet aspect culturel aussi hein, du rapport avec le risque. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des petites niches à partir desquelles, donc, associés, deviennent un grand truc. Donc, c'est en l'occurrence tout ce qui va servir au quotidien à la facilitation, à l'amélioration de la vie des populations. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, on est dans une autre forme de socialisation qui touche le Sénégal. Les gens sont pratiquement partout où ils sont équipés d'un smartphone. Les conditions de déplacement sont plus ou moins compliquées au Sénégal du fait des embouteillages et autres. Vous pouvez développer un service de livraison à domicile. C'est pas parce qu'il y en existe un ou deux, ou bien il y a des personnes qui sont à leur compte
par-ci, par-là, que c'est un truc saturé. Non, il y a énormément, énormément de choses à faire. Et une organisation aussi à mettre en place au niveau de cette niche-là. En l'occurrence, découper les secteurs de livraison, bah, du coup, enfin, les zones de livraison en secteurs afin de pouvoir faire une tarification qui soit raisonnable et le consommateur s'y retrouve. Je prends un exemple, en fait, les services de livraison. Je prends un exemple, les services bah, de référencement, en gros, des restaurants pour livrer des repas à domicile, livraison de courses. Il peut y avoir livraison ou bien enfin, confection de vêtements sur mesure, mais du coup maîtrisé par le consommateur qui le fasse et qui propose son modèle au tailleur. On est dans un modèle culturel et économique au Sénégal où il y a trois choses, selon moi, ça n'engage que moi, qui fonctionnent très bien. C'est la bouffe, c'est l'habillement et c'est la fête. Les Sénégalais aiment faire la fête. Les Sénégalais aiment manger, les Sénégalais aiment s'habiller. Et d'ailleurs, enfin, si tu sors du Sénégal, ailleurs aussi, je pense que ça va être un peu le cas. Je parle de la Côte d'Ivoire aussi, je connais un peu, et le Bénin. Donc, du coup, se concentrer sur des secteurs comme ça, que vous soyez originaire du continent ou non, par contre, il y a de la place pour tout le monde. L'a dit tout à l'heure Babacar, des Indiens qui arrivent, des Chinois qui arrivent, avec des fonds certes, mais qui arrivent en fait à produire, enfin à développer et puis à réussir leur business. Il n'y a pas forcément de niche, toutes les opportunités sont bonnes. On s'inspire, encore une fois, on s'inspire de ce qu'il se fait ailleurs, pardon. On s'inspire de ce qu'il se fait ailleurs, on n'a pas besoin de réinventer la roue, ou bien en observant ce qu'il se fait dans le territoire et allant dans une démarche de faciliter en fait le quotidien bah, des consommateurs, tout en s'entourant toujours, encore une fois, du bon réseau. Super, bah, merci beaucoup, cher, pour ces éléments de réponse. Alors, je pose une dernière question à Babs Mangara et je te laisse partir parce que la vie d'entrepreneur, bah, elle te rattrape. Hein. J'ai débordé de ton temps, désolée. Alors, juste une question. Donc, c'est une question qui, bah, elle est posée. Quelles sont les difficultés donc, pour quelqu'un qui n'est pas africain pour s'installer sur le marché africain, quand tu es européen, par exemple. Et donc, ça rejoint un peu ce que Cher disait à la fin. À ton avis, quelles sont les difficultés? Après, moi, pour être honnête sur ce point, je pense Mhm, que c'est très facile pour les Européens mhm, de venir s'installer en Afrique. Bon, très facile sur l'aspect administratif et financier, sur ces deux points. mhm. Après, forcément, ça peut être beaucoup plus difficile sur l'aspect social. Quand on ne connaît pas la culture, rien, ça peut être. Mais déjà, souvent, les Européens n'ont pas ce problème de visa ou autre pour venir s'installer en Afrique. Ça, c'est un très bon point. C'est important d'avoir des documents qui peuvent te permettre d'avoir accès à de nouveaux marchés. Deuxième point, comme je dis, quand on est européen et qu'on vient investir en Afrique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de demander des prêts dans son pays qui Mhm. coûtent beaucoup moins cher, à des taux de 1-2%, et arriver sur un terrain où quand l'entrepreneur local veut emprunter, il va emprunter minimum à un taux de 8%. Donc, pour moi, l'Européen part vraiment avec beaucoup d'avantages. Maintenant, il y a le problème, il doit faire attention toujours, comme je te disais, le problème de la confiance, parce que moi, il m'arrive, j'ai des partenaires qui sont en Allemagne, en Autriche, on s'échange des milliers d'euros, on ne s'est jamais vu. C'est par mail. La confiance. Il La m'envoie un confiance. email, Mhm. j'exécute le service qu'il me demande et j'envoie ma facture, on me paye. En Afrique, ça va être difficile d'avoir ce niveau de confiance. Et si l'Européen arrive avec cet esprit de dire, ah ben c'est comme chez moi, je ne dis pas qu'en Europe, il n'y a pas d'arnaque. Mais Mhm. il y a beaucoup plus de confiance dans le milieu des affaires qu'en Afrique. En Afrique, D'accord. tu fais attention sur tout, sur vraiment tout. Et quand tu dois toujours te barricader pour te protéger, ça ralentit vraiment le niveau des affaires. Ça le ralentit parce que, ben, en fait, tu n'oses pas faire un service sans être payé. La personne va dire, eh, mais et moi aussi, si je paye et que l'autre ne me fait pas le service, il y a un point de blocage. Et voilà, donc moi, je pense que sur ce point, sur le point qu'un extra-africain vient s'installer en Afrique, eh bien, eux, ils partent avec des avantages, ce qui n'est pas le cas des Africains, parce qu'un Africain, pour pénétrer le marché européen, hyper compliqué. Ah, Déjà, il faut visa. Quand tu arrives, un niveau de vie
qui dépassent largement le niveau de vie que tu as connu, souvent devoir apprendre la langue, devoir la maîtriser, devoir apprendre une nouvelle culture. Et souvent, on peut aussi rencontrer d'autres problèmes qui sont sur place. Mais voilà, en tout cas, ça n'empêche pas que quand vous allez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou en Gambie ou au Nigeria, eh bien, vous voyez vraiment un melting pot aujourd'hui, ce qui conforte que l'Afrique est vraiment une terre d'opportunités avec des taux de rendement dans les investissements qui dépassent vraiment tous les autres continents. Il faut le répéter et il faut qu'à le voir quand nos États émettent des bons, c'est des bons qui sont à 6%, 6-7%. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est pourquoi nos États peuvent payer autant, c'est parce que nos États présentent beaucoup de risques. Aujourd'hui, il y a très peu de risques qu'on te dit que, eh ben, il y a un coup d'État en France ou en Italie, alors que dans nos pays, un État peut émettre des bons. Demain, on te dit que c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Donc ça, c'est les réalités qui font que, voilà, c'est à intégrer en tout cas dans une vision globale. Voilà. En tout cas, je vais devoir partir. Non, pas de souci. Franchement, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'adore échanger sur des sujets d'affaires. Moi, c'est ma passion, vraiment. Comme on dit, quand tu échanges sur ces sujets, ça t'enrichit. Aujourd'hui, j'ai appris pas mal de choses en écoutant Cher et pareil. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir et à chaque fois que c'est possible, avec grand plaisir. De toute façon, là, c'est la première édition. Il y en aura d'autres sur différents thèmes. Là, par exemple, Cher a parlé de tout ce qui est data center en Afrique. C'est quelque chose qui est très pertinent. Donc, on fera d'autres thématiques. Et même et comme l'a dit Cher, dans les Haïti, tout est niche en Afrique. Vraiment, il y a tout à faire. Donc, voilà. Je me dis des fois, ne vous cassez pas la tête. Regardez ce qui existe là où vous êtes et vous venez le répliquer, vous voyez que ça marche très bien. Et ne dites pas qu'il y a 2-3 qui le font. Comme il a dit, il y a encore de la place. Même quand on voit des fois, il y a des offres de business, on dit, ah ben, j'ai un ami qui m'a dit, ouais, mais regarde, il y a déjà 10 000 vues par rapport à cette offre. Je dis, ouais, mais il y a 10 000 vues. Dis-toi que les 9 000 ont eu la même réaction que toi. Ils ont dit, il y a 10 000 vues, on n'y va pas. Ah, c'est ça. Donc il faut vraiment y aller. C'est une mentalité. Merci encore. Merci beaucoup, Babacar. Merci, à bientôt. Merci, Babacar. À très vite. Alors, on va terminer la session questions-réponses, Cher et moi. Il n'y a aucun souci. Alors, en tout cas, pour ceux qui restent, merci beaucoup parce que là, on a vraiment débordé. On a débordé. Normal, on met des entrepreneurs, des investisseurs, des commerciaux, des consultants qui aiment parler. Ça déborde tout le temps. Alors, il y a alors, Fatou, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Fatou. Et on enverra le récap. Merci. La deuxième question de réalité, alors, c'est tout ce qui est paiement en ligne, fluide et sécurisé. Vraiment en ligne, en Afrique francophone comme en Europe. Je pense qu'elle fait référence à PayPal ici, mais au Sénégal, bon, en Afrique, ça reste Wave. Hein. Ça existe en fait. Alors, il y a une société qui s'appelle Paytech, qui est au Sénégal, Paytech.sn, si vous voulez voir son... En gros, c'est une société qui est tiers confiance, agrémentée par la Banque centrale et qui propose justement alors une solution de paiement donc sécurisée par carte bancaire, soit par Wave, soit par Orange Money également, ou bien, donc du coup, vous avez aussi les e-cartes, en gros, qui sont délivrés, enfin des portefeuilles, en tout cas, les banques le font. En Afrique, notamment UBA et autres, ils vont vous délivrer un code de carte au moment où vous payez en ligne. Et donc, c'est un code qui est unique. Vous le payez une fois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la FinTech est énormément en avance en Afrique. Donc, sur ces solutions dont on parle, en fait, les mobile money, il y a les paiements du coup, en ligne via Paytech, la carte bancaire donc portative. Il y a une société qui le fait, qui est en collaboration avec Visa, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, tout le monde aujourd'hui, en tout cas, tout le monde aujourd'hui en Afrique a la possibilité d'avoir une carte bancaire rechargeable. Et donc, du coup, vous pouvez payer en toute sécurité en ligne, du coup, qui vous garantit la disponibilité des fonds. Et si vous avez une solution, en tout cas digitale, axée sur le e-commerce, vous pouvez passer par Paytech qui vous propose la solution tout en un,
pour intégrer tout au moyen de paiement. Alors, Alors, il y a je une me deuxième permets partie. d'en finir. Oui, bien sûr. La plateforme africaine pour les talents, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, du coup, Ngosso, c'est Ngosso qui a posé la Donc, question. Donc, voilà. il y en a beaucoup. Enfin, sur Internet, si vous tapez, il y a des acteurs, en fait, qui arrivent sur le terrain. Ouais, ils sont nombreux, en fait, hein. Donc, voilà. Et ce qu'il faut se dire, enfin, très rapidement, les différents profils que vous pouvez avoir qui vont arriver soit en Afrique, en RIPAT ou en local. Tu as les personnes qui sont porteuses de projets, tu as les investisseurs, tu as ceux qui suivent en fait un conjoint ou une conjointe pour venir sur place et donc trouver une opportunité, ou bien les personnes qui sont sur place aussi. Donc, soit vous avez plein de plateformes pour pouvoir y postuler et effectivement vous rendre plus visible à travers ces plateformes. Enfin, je ne peux pas en citer un seul, mais il y en a beaucoup. Ok. Alors, je pense qu'il y avait une deuxième partie. Quels sont les moyens de paiement les plus efficaces à intégrer quand on lance une solution digitale? Imagine, tu as ton site web, tu veux mettre un moyen de paiement. Comme ici, tu peux le faire facilement avec PayPal. Donc, c'est la deuxième partie de la question de réalité. Qu'est-ce que tu peux partager par rapport à ça? Oui, alors, c'est ce que je disais, hein, pour moi, la solution tout en un, c'est Paytech. Donc, Paytech, hein? Paytech, qui est D'accord. un peu l'équivalent de PayPal, enfin, qui propose même du PayPal, hein. Donc, du Ah, coup, moi, je l'ai sur mon site, hein. Donc, du coup, je suis passé d'accord. par eux. Et donc, les personnes qui veulent payer directement sur le site par Orange Money Wave, PayPal ou carte bancaire, tout arrive en fait sur un compte centralisé. On identifie l'origine du paiement. Et donc, du coup, vous avez tout en un. Et c'est sécurisé en plus. Donc, D'accord. hmm, Bon, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un nouveau message. Alors. merci. Merci. De rien. De rien, de rien. Bah, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà pas mal, hein. C'est Ouais, vraiment. et j'ai vu sur les questions en fait hein, que tu affichais, je vais t'apporter des réponses parce qu'il y a des éléments notamment sur l'IA, enfin les démarches pour payer ses impôts, sur l'exportation, Le link. Alors, euh, c'est. la déclaration, euh, tout ça. avec, Donc je te donnerai comme ça, tu mettras dans le récap si voilà, tu veux. comme ça, je mettrai dans le document. Et comme ça, on va libérer. Je pense que c'est l'heure de la reprise de l'après-midi. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Cher, si tu as une dernière phrase à dire, allez, une dernière phrase de clôture. Alors, dernière phrase ou paragraphe. Non, je plaisante. Ouais, je vais faire une dernière phrase. Dissertation comme tu Moi, souhaites. euh, je suis pro-entrepreneuriat et j'encourage toutes les initiatives, mais surtout, j'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, euh, le risque existe partout, que vous soyez salarié, que vous ne fassiez rien, que vous entrepreniez, que vous investissiez. Donc, du coup, la seule chose à appliquer, enfin, selon moi, quand vous voulez entreprendre, c'est d'écouter vos propres conseils et de ne pas avoir peur du risque. Quand je dis écouter vos propres conseils, n'écoutez pas ceux qui vont vous décourager ou vont vous dire non, ça ne marche pas, ainsi de suite. Il faut être têtu. Ça a déjà été fait, surtout, ou ça a déjà été fait. Voilà. Moi, c'est mon profil, je n'écoute personne, j'avance, je fonce et après, je ne réfléchis même pas d'ailleurs après. Et ça a Donc, l'air de du coup, marcher. Ça a l'air de marcher. et ça marche. Voilà. Et ça marche. Donc, foncez et puis lancez-vous en fait. Le marché est anticipé. L'Afrique est l'avenir. Bah, c'est nickel. Bah, merci beaucoup, cher. Moi, ce que je veux juste rajouter à ça, c'est que voilà, faut vraiment pas avoir peur. Donc, que ce soit dans l'entrepreneuriat comme dans l'investissement, faut pas avoir peur. Ce sont que des risques, mais des risques qui peuvent apporter. Et genre, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. On veut en découdre. On a appris ici en Europe. On veut répliquer, on veut dupliquer en Afrique, qui est notre terre d'origine, et sachez que c'est possible. Il y a des défis à surmonter, des défis locaux, des codes, mais il faut prendre le temps et ne pas se décourager. Même si c'est la troisième ou la quatrième fois, il faut y aller. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et n'hésitez pas à vous associer et demander des conseils bienveillants, bien sûr. C'est ça qui est important, le réseau. Moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, donc dans mon document, je vais vous partager tous les contacts de Cher, d'Elage, de Babacar. Ils sont très, très disponibles, vraiment. Donc, sollicitez-les avec grand plaisir. Et voilà. Et puis, restons connectés.
merci vraiment à tous. D'autres formats viendront sur d'autres thèmes plus ciblés. Comme je disais tout à l'heure, voilà, tout ce qui va être, par exemple, tout ce qui est data center qui est en train de prendre sa place, cybersécurité, aussi la partie stratégie business, comment s'implanter, comment monter ses offres, parce qu'on peut bien avoir son offre, hein, mais il faut savoir le vendre et savoir se vendre aussi. Donc voilà, donc, si vous n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et si vous avez des questions, on est là. Et merci beaucoup. Donc si vous voulez vous lancer, allez-y, franchement, allez-y. C'est où? Ouais. D'autres l'ont fait, ils réussissent. Hein, ils se sont cassés les dents, mais ils réussissent. Donc vous pouvez aussi le faire. Merci beaucoup à Et tous. partant de zéro. Ouais. En partant de zéro, exactement, en partant de zéro. Donc merci beaucoup. Bonne fin de journée et très bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de Merci, journée. merci, au revoir. Ciao. Au Du coup...